Mesdames, Messieurs, bonjour. Très grand plaisir pour moi également d'être là pour plusieurs années déjà et de partager avec vous ce que nos outils, nos modèles nous disent sur la lecture des risques que vous, entrepreneurs, prenez quand vous allez en Afrique. Si on peut avoir les slides, s'il vous plaît. Alors, pendant que la technique me met les diapositives, voilà. Première question, c'est au fond pourquoi le titre de la présentation, c'était ce que nos modèles disent du coût du risque. Et au fond, la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est pourquoi c'est une question importante. Alors nous, évidemment, comme on travaille beaucoup sur ces questions, on est un petit peu obsédé par la chose, mais du point de vue de l'entreprise, c'est finalement un élément à la fois très simple et critique dans vos choix, puisque comme entrepreneur, je dirais votre métier, vos gènes, c'est de prendre des risques, à condition de les prendre en sachant quelle est leur importance, quelle est leur intensité, et donc, in fine, quel est le coût de ces risques que vous prenez lorsque vous choisissez d'investir, d'opérer, d'exporter ou de travailler dans un pays émergent, en Afrique ou ailleurs. Et donc, au fond, dès que vous avez une opération, un business en quelque sorte, une affaire à monter dans un pays, vous êtes confronté à la question de l'écart ou de la comparaison possible entre le potentiel, l'intérêt stratégique, la rentabilité de cette opération et finalement le risque que vous allez prendre en opérant hors de vos frontières dans des environnements qui sont par nature plus incertains. Et donc la question de la mesure est importante parce que si vous n'arrivez pas à mesurer ce que coûte ce risque, il est très difficile de confronter ensuite dans votre choix opérationnel avec les éléments d'attraction, que ce soit une question stratégique à long terme, une question de rentabilité ou une question simplement d'expansion d'activité. Et donc, cette question de risque pays, c'est-à-dire qu'est-ce que l'environnement global, économique, financier, politique, aujourd'hui d'environnement, fait peser comme risque et comment vous pouvez mesurer ce risque supplémentaire dans vos réflexions. Alors, comme je l'ai évoqué, le risque pays, plusieurs spécialistes dans la salle le savent bien, c'est un concept à la fois assez flou et très vaste. Ça couvre les risques économiques qui ne sont pas directement liés à vos projets, vos opérations, une dévaluation. J'en dirai un tout petit mot du franc CFA, puisque notre président a déclaré que c'était sans tabou désormais. Il y a le risque évidemment de rupture sur l'activité, parce que les prix des matières premières chutent. Il y a les risques politiques, gouvernance, ça a été mentionné, je crois, de façon très claire par ce qu'expriment les industriels au travers du baromètre que vous nous avez présenté il y a une minute. Et puis, il y a, de façon croissante, on le voit bien, les risques environnementaux, que ce soit des risques industriels, de pollution ou des risques de dérèglement climatique et de catastrophes naturelles. Et donc, il faut, au fond, et c'est ça que nous faisons, il faut rassembler l'ensemble de ces informations, les combiner, les triturer. Alors nous, chez TAC Economics, on a des méthodes quantitatives assez sophistiquées pour ça. Je ne vous fais pas l'article, je vous demande simplement de me prêter la confiance temporaire qu'on a effectivement des outils qui fonctionnent bien, qui ont 25 ans de track record, comme on dit en anglais, sur justement à la fois ces risques, leurs coûts et la matérialisation des problèmes dans les pays. Alors avant ça, je reprends, ça a été présenté dans le contexte de croissance globale dans lequel on est, là encore pour le dire d'un mot, une croissance qui repart modestement, après une année 2016 qui a été particulièrement mauvaise. Alors vous le voyez sur le graphique, hein, la trajectoire de l'Afrique subsaharienne avec les projections FMI 2018-2019. Vous voyez qu'après le creux de 2016, on a une petite reprise, que cette petite reprise est attendue, en tout cas par le FMI, attendue de se poursuivre en 2018 et en 2019, mais sans que nous ne rejoignions les taux de croissance très rapides qui avaient caractérisé le continent jusqu'au retournement des prix des matières premières en 2014. Et donc, je crois que c'est important. On a une région qui sort d'une période difficile, qui en sort positivement, mais qui n'a pas encore et qui ne retrouvera pas cette année et l'année prochaine les rythmes très rapides que nous avons connus auparavant. Et puis, comme vous le voyez sur le tout petit tableau qui est à droite de cette diapositive, derrière ce taux de croissance moyen de l'ensemble de l'Afrique se cachent évidemment des situations qui sont extraordinairement différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de convergence. La croissance africaine n'existe pas.
Il y a des croissances, des success stories, des difficultés, des défis qui sont spécifiques à la fois au niveau des sous-régions et bien sûr au niveau de chacun des pays. Comme vous le voyez pour 2018, dans les prévisions qui nous sont livrées par les organisations internationales, vous avez à la fois des pays qui vont connaître une croissance en volume de proche de 10% et des pays qui vont connaître des contractions quasiment du même ordre de grandeur pendant la même année. Alors, dans ce foisonnement, dans cette diversité de situations de croissance, le graphique suivant, j'espère que vous pouvez le lire, est au fond de ceux que nous utilisons beaucoup dans nos travaux, où on confronte deux indicateurs finalement assez simples. Sur l'axe des abscisses, on met notre mesure la plus globale de ce que nous appelons le coût du risque. Le coût du risque, il est exprimé ici en points de base, 100 points de base, 1%. Ça veut dire que la lecture que vous faites sur l'axe horizontal, l'Algérie autour de 500 points de base, ça veut dire que nos méthodes suggèrent que pour un industriel opérant en Algérie, il faut s'assurer que, au fond, la profitabilité moyenne à long terme de ces opérations soit bien de 5 points supérieur à ce qu'il obtiendrait en France, pour être sûr de couvrir l'ensemble des risques économiques, politiques, juridiques, environnementaux qui touchent le pays. C'est comme ça qu'il faut le dire. Donc, au fond, et peut-être peu importe le niveau absolu, plus on se déplace sur la droite du graphique, et plus le risque global que vous allez prendre en allant faire des affaires dans ces régions, plus ce risque sera élevé. Encore une fois, je ne parle pas du risque de vos projets, je parle du risque pays, c'est-à-dire du risque qu'il se passe quelque chose au niveau global. Et puis, évidemment, le risque tout seul, je l'ai dit en introduction, ne veut rien dire. Il faut forcément le confronter à quelque chose. On ne prend pas du risque juste pour, je dirais, le plaisir ou la joie de prendre du risque. On prend du risque parce qu'il y a en face une opportunité, une affaire, une perspective de développement, une perspective de profit. Et donc, pour confronter cette mesure de risque à quelque chose qui exprime un élément de potentiel, je fais figurer sur l'axe vertical le taux de croissance en moyenne pour cette année et l'année prochaine, 2018-2019, tel qu'il nous l'est donné, encore une fois, par le FMI dans sa dernière livraison de prévisions. Sans grande surprise, et encore une fois, sans que ce soit très complexe, on comprend bien que les pays qui sont plutôt vers le haut, c'est-à-dire avec des croissances fortes, et plutôt vers la gauche, c'est-à-dire avec des risques faibles, sont ceux sur lesquels les choix ou les priorités ou l'attention, en tout cas, la vigilance devrait être, la vigilance positive, le guet en quelque sorte des opportunités devrait être le plus aigu, puisqu'au fond, ce sont ces pays-là dans lesquels on va avoir des opportunités rapides, puisque les croissances vont être fortes, et que ces opportunités ne présentent pas aujourd'hui ou ne sont pas associées aujourd'hui à un coût du risque important. À l'inverse, si vous vous déplacez vers le bas du graphique et vers la droite, vous avez par exemple, on l'a évoqué, quelques pays d'Afrique centrale, le Congo, la RDC. Évidemment, là vous avez à la fois des perspectives de croissance qui sont contraintes par toute une combinaison, gouvernance, faiblesse de l'investissement, tensions politiques, prix des matières premières, mais croissance faible qui est associée à des niveaux de risque très élevés. Et là encore, comprenez-moi bien, nous ne disons jamais à nos clients, n'allez pas là. Au fond, il peut y avoir des opportunités d'affaires très attractives dans des pays à risque. La question est d'être sûr que l'intérêt stratégique ou la rentabilité de l'opération est bien cohérente, consistent, comme on dit en anglais, avec ces niveaux de risque. Alors, 2 points, non pas pour conclure, mais 2 points pour susciter votre intérêt et les débats ensuite. Le premier point, je l'ai évoqué, c'est la question du franc CFA. Évidemment, étant économiste indépendant, je n'ai pas de risque à mettre les pieds dans le plat, si je puis dire. Et donc, je voudrais partager avec vous ce que nos outils disent aujourd'hui du risque de dévaluation du franc CFA. Alors, c'est un point important, je l'aborde avec d'autant plus de facilité que lors de sa visite à Ouagadougou, le président Macron a très clairement explicité la perspective du gouvernement, en tout cas, sur la question du franc, et avec cette conclusion, je crois, à la fois très forte et très saine, qui est que c'est une question africaine. La question pour nous économistes, au fond, ce n'est pas tellement de savoir s'il y a politiquement ou pas, est-ce que c'est un héritage du colonialisme, est-ce que l'avantage de stabilité des prix et de convertibilité de la devise l'emporte sur l'idée d'une indépendance monétaire qui serait
sans doute assez relative dans l'environnement financier global qu'on connaît, peu importe. Moi, je ne prends pas de jugement politique, je pose la question, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui? Est-ce que nos outils nous disent qu'on est dans une situation de déséquilibre, de change ou de déséquilibre externe qui serait, par exemple, comparable à ce qu'on avait en 1993, je rappelle, l'année précédente, la seule très importante dévaluation du franc CFA de toute l'histoire de ces zones monétaires. Alors, là encore, je ne vais pas vous détailler avec luxe de quantification la construction du graphique que vous avez sous les yeux. Je me contente, si vous le permettez, d'exprimer le principe. Sur l'axe vertical, nous construisons des indicateurs de compétitivité du change. Est-ce que le taux de change, est-ce que le niveau de change aujourd'hui du franc CFA donne aux pays des zones francs un avantage concurrentiel, et on serait dans le bas du graphique, ou est-ce que ça leur donne un handicap? Est-ce que ça leur donne un handicap? Un handicap par rapport à qui? Par rapport aux pays qui exportent les mêmes produits dans les mêmes marchés, c'est-à-dire par rapport aux concurrents immédiats. Est-ce que, globalement, chacun des pays où les points qui sont les plus gros, la moyenne que nous faisons sur l'ensemble de la zone franc CFA, est-ce qu'on est très haut dans le graphique ou haut dans le graphique? Vous voyez que le point noir qui représente la moyenne 1993, on avait une surévaluation concurrentielle, donc un handicap concurrentiel général, moyen, qui était de l'ordre de 15% par rapport à ce que nous mesurons comme en quelque sorte une neutralité concurrentielle. Et vous voyez que le point rouge qui montre la situation actuelle est en gros 10 points en deçà, quasiment sur notre axe horizontal, qui témoigne d'une neutralité concurrentielle. Ni avantage, ni handicap. Et puis sur l'axe horizontal, on confronte cette question de compétitivité du change avec les performances en matière de balance externe, solde de la balance des paiements courants. On comprend bien que si un change surévalué est associé à un déficit excessif, le problème du taux de change va se poser tôt ou tard à l'intérieur de la zone ou pour l'ensemble de la zone. Et là, vous voyez de nouveau que par rapport à 1993, on est un peu plus à droite sur le graphique, c'est-à-dire avec des équilibres meilleurs. Donc, moins de déficit, moins de surévaluation aujourd'hui que nous n'avions en 1993. Et puis, point très important, en 1993, et je ne rentre pas là dans le détail technique, si vous regardez la position de la Côte d'Ivoire tout en haut du graphique, avec la position du Cameroun tout en bas, là je parle des points gris et noirs, puisque c'est les situations que nous mesurons sur les données 93. Il y avait une divergence de l'impact du niveau de change sur la Côte d'Ivoire où c'était un handicap concurrentiel massif alors que ça n'intervenait pas dans le cas du Cameroun, ce qui a rendu en réalité la gestion de la zone franc et du taux de change beaucoup plus complexe puisque finalement les deux poids lourds de la région étaient dans des situations très différentes en 93. Aujourd'hui, quand vous cherchez Cameroun et Côte d'Ivoire dans les points rouges, vous voyez, ils sont vers le centre du graphique et ils sont finalement pas très différents. Un petit peu, mais pas très différents. Ça, c'est un point très important pour nous. Et au fond, quand je combine ces trois éléments, moins de déficit extérieur qu'en 1993, moins de surévaluation du change qu'en 1993, moins de divergence à l'intérieur des zones comme 1993, tout ceci nous amène à considérer que le risque d'une dépréciation, d'un décrochage, d'un ajustement du régime du franc CFA cette année est très faible. La question se pose par contre avec beaucoup plus d'acuité et peut-être même de brutalité en 2019. Pourquoi? Très simplement parce que si l'euro continue à s'apprécier par rapport au dollar, ce qui est un scénario assez vraisemblable, et qu'on atteint les 1,30 euros contre dollar, et que les voisins des pays francs CFA continuent à déprécier leur devise par rapport au dollar, on comprend bien que, en tout cas sur notre graphique, le point rouge va monter progressivement, c'est-à-dire que les pays de la zone franc vont perdre progressivement en compétitivité, non pas du fait de leur performance intérieure, mais du fait de l'appréciation de l'euro sur les marchés internationaux, et que si cette dégradation intervient à un moment où les soldes externes se dégradent légèrement, ce qui là aussi est probable pour 2019, on aura évidemment un enjeu, un questionnement et des débats politiques beaucoup plus importants sur la question. Et puis, dernière slide que je présente rapidement pour faire le lien avec votre sujet. Et je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est absolument essentiel. On ne peut plus concevoir le développement
sans y ajouter la question de la soutenabilité de ce développement du point de vue environnemental, du point de vue sociétal. Et donc, je crois que les entreprises, comme les gouvernements, doivent réfléchir avec ce prisme. Comme économiste, lorsqu'on s'interroge sur à la fois les risques et les opportunités offertes par cet impératif de soutenabilité du développement, en gros, on en voit trois. Et pardonnez si je simplifie à outrance. Il y a la question de l'urbanisation. On ne peut pas réfléchir développement durable si on ne s'interroge pas sur la façon de gérer, développer, absorber ce qui va être un phénomène absolument majeur en Afrique, qui est l'augmentation de la population urbaine. Le deuxième, c'est l'énergie. Il y a un défi de production, d'infrastructure, de disponibilité de ressources énergétiques avec son enjeu et évidemment son potentiel, y compris au travers des énergies renouvelables. Et puis enfin, il y a le climat avec toutes ses conséquences. Et là, vous me pardonnerez, je termine avec trois cartes très différentes. La première, c'est une carte qu'on tire des travaux prospectifs des Nations Unies sur l'urbanisation. C'est les villes de plus de 10, les plus gros ronds, de plus de 5 ou de plus de 1 million en 2030 en Afrique. Et donc vous voyez qu'on est face à une explosion des mégalopoles africaines et qu'elle se concentre, comme vous le voyez, sur deux régions particulières. On pourrait dire la région autour du golfe de Guinée, pour faire simple, et la région qui va des Grands Lacs à l'Afrique du Sud. Dans ces deux grandes régions, je simplifie encore une fois, pardonnez-moi pour des raisons de temps, on va avoir une véritable explosion de ces mégalopoles urbaines qui créent des défis considérables pour les pouvoirs publics et des opportunités, notamment, je le répète, vous l'avez dit, pour les entreprises françaises qui, dans ce domaine du développement Smart Cities et autres, est très en avance. La deuxième, c'est l'énergie. J'utilise toujours cette carte, vous me pardonnerez. C'est une carte de nuit prise en Afrique, enfin prise de l'Afrique, et qui montre à quel point, si vous la comparez à là où sont les grandes villes et là où elles seront dans 15 ans, on a une absence, on peut dire totale ou généralisée d'infrastructures électriques. Donc, il faut combiner à la fois cette demande qui va être extraordinairement forte avec les problèmes d'épuisement de ressources et d'énergie renouvelable. Donc là aussi, un champ, je crois, tout à fait important. Et enfin, dernière carte, peut-être la plus inquiétante et sur laquelle, là encore, les atouts de la France sont absolument considérables. C'est une carte qui indique quelles sont les baisses à attendre de rendement agricole à l'horizon 2080. Donc là, on se projette à très long terme, c'est pour indiquer des tendances. À l'horizon 2080, les évolutions attendues de rendement agricole pour les céréales. La couleur la plus sombre, rouge, c'est une contraction de ces rendements, une baisse de ces rendements supérieure à 25%. On diminuerait d'un quart les rendements agricoles en Afrique, dans ces régions que vous voyez marquées en rouge, dans le cadre des prévisions qui sont faites aujourd'hui sur ces transformations climatiques. Et vous voyez que lorsqu'on compare ces trois cartes, on voit bien qu'il y a un certain nombre de régions, et notamment les régions dans lesquelles les entreprises françaises ont une présence très importante, très active, qu'on va en quelque sorte combiner ces trois défis, celui de l'adaptation de l'agriculture à ce réchauffement du climat et aux conséquences sur la productivité et les rendements, le besoin de génération électrique et d'infrastructures en respectant les enjeux environnementaux, et enfin le défi de l'urbanisation. C'est donc sur ces trois points, je crois, que vous allez plancher à partir de maintenant. Merci beaucoup de votre attention et très bons travaux pour le reste de la journée.